Analytics SEO, Web Bistro, épisode numéro 11. Bonjour, bienvenue à tous, toujours à Twickenham dans les bureaux d'Analytics SEO. Aujourd'hui, je reçois Jérôme Vaugien de la société Sophos. Salut Jérôme. Salut Bastien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors Jérôme Vaugien, je dirige en fait la stratégie digitale. Je suis directeur marketing digital pour l'Europe de l'Ouest dans la société Sophos. Alors Sophos, on est une société de solutions de sécurité informatique. On protège le endpoint, les serveurs, le mail, on fait du chiffrement, on fait plein de choses autour de la sécurité informatique. Et je ne vais pas exposer le portfolio ici parce que ce sera vraiment, on va prendre la moitié du podcast. Voilà. Ok. Je te remercie. Alors effectivement, aujourd'hui, on va parler un petit peu sécurité. De plus en plus d'entreprises aujourd'hui concentrent leur activité sur Internet, mais ça veut dire que du coup, implicitement, il va falloir essayer de faire un peu plus attention, justement au niveau de ce que l'on appelle la sécurité. Alors du coup, moi, j'ai envie de te poser une première question, Jérôme. Quels sont les types de sécurité qu'il faudrait prendre en compte du coup lorsqu'on décide de se lancer sur Internet? Alors, il y a deux choses. Alors nous, on travaille sur des approches SEO, web marketing, e-commerce, ce genre de choses. J'ai envie de te dire qu'il y a deux choses. On va en prendre une de façon très synthétique, c'est-à-dire typiquement quand on fait un envoi de base email ou pour faire du web marketing, du marketing par email, il faut faire attention typiquement au type de contenu qu'on envoie parce que dans les entreprises, du côté des recipients, des gens qui reçoivent les mails, il peut y avoir effectivement des systèmes de filtrage. Donc pour ça, il faut quand même faire attention au format, au contenu qu'on envoie pour que ce soit quand même reçu. Typiquement, si c'est envoyé, un truc que je vois régulièrement et qui est une hérésie, ça me rend fou, c'est quand on a un débutant webmarketeur qui, par exemple, envoie un email à une base comme ça, et puis avec tous les champs, toutes les adresses email de ces destinataires dans le champ A. Donc là, on peut être sûr qu'on va se faire spoofer son adresse email ou ce genre de choses. Donc là, il faut faire attention. Donc la base de tout ça, c'est de se dire qu'il faut quand même fabriquer son contenu pour que ce soit bien reçu par l'extérieur. Pour ça, effectivement, on fait pas ça comme des sauvages dans un client Outlook. On va utiliser ce qu'on appelle les autorépondeurs qui, justement, eux, donnent des indices de spam rate pour être sûr que les gens reçoivent bien ces messages. Donc ça, c'est plutôt la sécurité dans le sens où on est webmarketeur et il faut s'assurer que notre contenu soit reçu. C'est la sécurité entre guillemets que l'on maîtrise totalement en fait. Oui, a priori, oui, on a quand même plus de chances de la maîtriser, effectivement. Là, c'est juste quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit pour se dire, ok, c'est bien de créer du contenu, mais il faut quand même que ce soit reçu parce que de l'autre côté, il y a des systèmes de sécurité qui peuvent éventuellement limiter la réception et la lecture. D'accord. Alors après, il y a les autres aspects de la sécurité. Moi, je suis dans le web marketing depuis en 2015, on va dire, depuis 2011, 2012. Ça fait 3 ans et demi de web 2012. Donc, j'entends parler, il y a plein de blogueurs, de gens qui se lancent dans le e-commerce, il y a plein de choses qui se lancent sur Internet, mais il n'y a jamais personne qui vous dit attention, il faut faire gaffe quand même à votre sécurité. Il y a des problèmes de sécurité, donc vous risquez d'être hacké de telle ou telle manière. J'ai envie de vous dire, ok, c'est super de monter un blog. Oui, allez-y, ça coûte rien au départ, ça coûte rien, c'est sûr, mais si vous montez tout votre business et toute votre stratégie, si c'est du e-commerce, vous achetez de l'AdWords et ce genre de choses, que vous investissez de l'argent quand même un petit peu dans la pub et ce genre de choses, mais que vous avez un socle, on va parler de WordPress, on va parler de CMS, mais un WordPress ou peu importe quel CMS, il faut quand même sécuriser tout ça. On ne peut pas se dire, ok, je vais lancer mon business et je vais tout miser sur ce blog ou sur ce site et puis rien, ne pas penser à la sécurité et en tout cas à le sécuriser. D'accord, donc là effectivement, tu parles plus de la sécurité proprement dit, donc sur du site, c'est-à-dire sur là effectivement où on va vendre tout simplement ses solutions, ses prestations ou ses produits. Et c'est effectivement cette zone-là qu'il faut bien évidemment sécuriser. Donc effectivement, il y a quelques règles que tu vas nous expliquer après. Est-ce que tu peux juste me dire quels sont les types d'attaques que l'on pourrait récupérer, enfin quelles seraient les conséquences d'une attaque classique? Alors, dans les attaques classiques, on peut compter, il y a effectivement ce qu'on appelle le DDoS, le déni de service. En gros, on va bombarder le site pour qu'il tombe et puis qu'il soit plus responsive, quelqu'un qui réponde plus. On peut attaquer la base de données. Alors après, il y a des choses quand même qui sont beaucoup plus, beaucoup plus sioux. C'est-à-dire qu'on peut attaquer un site, mais dans le long terme. Il y a des sites qui se font attaquer comme ça, mais vraiment dans le long terme. Alors, ça veut dire que typiquement, on est au mois de janvier. Moi, je me dis, bon, allez, j'ai un site qui tourne pas mal, j'écris 3 articles par semaine, 3 x 4, 12, allez, je suis à 12-15 articles par mois, et je me dis, bon, allez, tous les mois, je fais une sauvegarde.
Ok, super. Donc, si jamais au mois de mars, je me rends compte que mon site a été hacké, ben, je peux restaurer. Simplement, c'est que si on a eu affaire à une attaque sur du long terme, il va se passer quoi? C'est-à-dire que peut-être qu'on va restaurer, ça se trouve, le site à fin janvier ou à début février, mais que lui, ça se trouve, cette sauvegarde-là, elle sera déjà vérolée. Donc, ça fait partie de ces choses où vraiment, c'est complexe, la sécurité informatique. Et surtout au niveau du blogging. Donc, on peut très bien restaurer des images, des sauvegardes de bases de données et de fichiers en FTP sur son serveur pour remonter son CMS, mais ce sera peut-être une sauvegarde qui est déjà vérolée. Donc, il faut quand même, voilà. Donc, il y a effectivement plein de types d'attaques possibles et imaginables. Il y a du long terme, il y a des attaques courtes. Alors, Jérôme, je vais juste te demander une petite chose, excuse-moi. Ton micro est en train de frotter le col de la chemise. Ah oui, je vais faire attention. Ça fait pas mal de grésillements. Je vais enlever ma chemise, mais j'ai peur que… Je ne vais pas te demander d'enlever un bouton supplémentaire. Enfin, non, sinon, j'enlève ma chemise, mais après, on va avoir des problèmes avec… On sera obligé de… Voilà, peut-être un peu. Voilà, et puis bon, c'est dommage, on voit quand même Sophos. Bon, bref, voilà. Ah oui, c'est vrai, j'ai mis ma belle chemise, Sophos, aujourd'hui. Donc voilà, donc, concernant ce type d'attaque, alors après, donc il y a effectivement un certain nombre de types d'attaques qui peuvent être pris au sérieux. Maintenant, j'ai envie de te dire aussi, c'est ton exposition au risque. Alors, quelle est ton exposition au risque? Voilà, c'était la question aussi que je voulais te poser. Est-ce que ça concerne vraiment… Enfin, je suppose que les gros sites vont être peut-être plus à même à être la cible d'attaque, ou alors ça peut être carrément les petits sites. Enfin, quel type de site ça peut concerner, tout simplement? Alors, tout le monde est concerné. De toute façon, personne n'est à l'abri, tout le monde est concerné, comme ça met tout le monde dans le même panier, comme ça le message d'éducation il est passé, il faut s'occuper de sa sécurité. Évidemment, un gros site e-commerce, évidemment, un gros blog qui fait beaucoup de trafic, il aura forcément beaucoup plus d'exposition au risque que quelqu'un d'autre. Il faut savoir que ça coûte vraiment pas cher de demander pour 35 $, on envoie 200 Chinois qui vont balancer des services, enfin des attaques sur un site, et c'est très facile pour très peu cher de faire tomber un site qui n'est pas sécurisé. Donc, effectivement, un gros concurrent, alors les attaques peuvent provenir de la concurrence, hein. Bien sûr, voilà. Et si je suis très concurrent sur des mots-clés ou sur un site e-commerce et que je perds du business parce qu'il y a l'autre qui fait mieux que moi, eh ben, ça peut être une solution. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Hein. Non, on ne dira pas qu'il faut, le faire, et surtout on ne dira pas comment non plus. Non, on ne dira pas comment. Mais voilà, en gros, c'est très facile d'avoir des ennemis sur Internet. Des ennemis entre guillemets. Hein. On parle de business dans tout ça. Oui. Donc, effectivement, les attaques peuvent venir de partout, peuvent venir de tout le monde, et il faut faire attention à ce genre de choses. Moi, il m'est arrivé, alors j'étais sur un hébergement mutualisé, j'ai lancé un blog WordPress que j'avais comme ça laissé en plan. Voilà, j'avais laissé en plan et que je m'étais dit je le développerai plus tard. Donc, je l'avais installé, j'ai monté le WordPress, et puis je me suis retrouvé hacké. Il a été hacké, je me suis retrouvé avec une page de hacking qui a complètement été… Enfin voilà, je me suis fait pirater un site qui était… il n'y avait rien. Et là, en fait, le dénominateur commun, c'est que j'avais d'autres sites qui avaient été hackés en même temps, un peu plus importants, et en fait, j'étais sur un hébergement mutualisé, tout simplement, et c'est pas forcément moi qui ai été hacké à la base, c'est juste qu'il devait y avoir une faille chez l'hébergeur, et comme j'étais sur du mutualisé, eh bien, voilà, je me suis retrouvé avec… D'accord, donc j'ai l'impression que l'hébergeur, c'est un critère relativement important en termes justement de sécurité. Est-ce qu'il faut justement prendre du mutualisé ou du dédié, ou enfin, comment bien choisir du coup son hébergeur? Du coup, je suis en train de rebondir là-dessus. Bah, honnêtement, oui, c'est sûr qu'il faut bien choisir son hébergeur. Il y en a plein qui ont pignon sur rue, il y a des gens très compétents. Maintenant, j'ai envie de te dire… Est-ce que tu peux en citer 2-3 pour faire de la pub à un seul quand même? Mais bon, histoire de… Oui, moi, techniquement, j'ai des sites mutualisés chez One and One. Donc, One and One, c'est très bien. J'ai envie de te dire, c'est très bien. Qu'est-ce que je fais avec One and One en mutualisé? Parce que j'ai jamais travaillé avec eux en serveur dédié. Je travaille avec eux parce que c'est très peu cher. Je suis client historique de chez eux, donc j'ai des tarifs assez intéressants. C'est très bien pour démarrer et en mutualisé. Donc, quand je lance un business pour filer un coup de main à un copain qui lance une affaire, je démarre en mutualisé chez One and One, clairement. Donc, ça nous permet de tester un peu, on fait des tests, on regarde est-ce que ça prend, est-ce qu'on fait du trafic. Et une fois que le trafic prend et que le business devient sérieux par rapport à ce site, j'ai tendance à partir sur une offre en serveur dédié chez Gandhi. Gandhi.net, pour moi, c'est des gens qui travaillent très bien. J'ai envie de te dire que le support chez Gandhi, c'est pas super, mais j'ai 10 fois moins besoin de support chez Gandhi que chez d'autres hébergeurs. Donc,
Si le service est bon et qu'on a moins besoin du support, ça me dérange moins d'avoir moins besoin de support et finalement d'avoir un bon service en permanence. D'accord. Ok. Avant d'attaquer le site en lui-même, on va peut-être parler un petit peu de base de données. Est-ce que la base de données, tu me dis qu'effectivement la base de données pouvait être hackée. Est-ce que tu as des petits tips, des petites astuces pour bien sécuriser, on va dire, sa base de données? Oui, alors la base déjà dans WordPress, hein, c'est facile, hein, c'est un CMS, donc c'est un système qui gère du contenu. Pour gérer du contenu sur Internet, de quoi il s'agit? Il s'agit d'avoir un front-end, c'est-à-dire ce qu'on voit affiché. Et pour qu'on voit ce qu'il y a d'affiché, il y a des entrées dans une base de données et il y a effectivement des fichiers FTP qui vont contenir un certain nombre de choses, notamment des médias et puis des pages, du texte et ce genre de choses. Mais tout ça, c'est contenu dans une base de données. Donc, la base de données, c'est quelque chose qui est essentiel à la vie et à la survie du CMS, du WordPress ou d'autres choses. Donc, il faut sécuriser la base de données. Comment est-ce qu'on sécurise une base de données? Il y a des trucs simples. Déjà, à la base, WordPress, quand on fait une installation from scratch de WordPress, qu'est-ce qui se passe? C'est que le préfixe de base de données, c'est WP underscore. Donc, tout ce qui est par défaut dans WordPress, j'ai envie de te dire qu'il faut le modifier. Donc, Pourquoi parce que si tu veux attaquer une base de données, typiquement, le premier truc que tu vas taper, c'est dans une base de données qui risque de s'appeler WP underscore quelque chose. Et ensuite, tout ce qu'il y a après le préfixe de la base de données, bah, ça va être la même chose. C'est des posts, c'est du content, c'est de l'option, c'est des méta. Et tout ça, après, on le connaît, c'est connu, c'est la structure même du CMS. Donc, on peut attaquer facilement la base de données avec ce genre de choses. Donc là, tu facilites en fait le travail du hacker, en fait. En laissant par défaut les settings de WordPress ou Joomla, voilà, oui, effectivement, on facilite, entre guillemets, les choses. J'ai aussi un hébergeur qui m'a, par exemple, laissé, j'ai lu ça une fois, chez qui je travaillais en fait pour quelqu'un, un externe, à qui j'ai donné 2-3 conseils, et je suis tombé sur... on pouvait accéder à la base de données directement sur Internet en rajoutant, enfin voilà, avec une adresse URL assez simple à trouver, et il y avait juste à taper le mot de passe root et pas de mot de passe pour accéder à la base de données. Donc là, ça me fait des sueurs froides. Donc c'est sûr qu'on peut pas. Là, c'est un cas relativement extrême. Aujourd'hui, les bases de données sont quand même sécurisées avec un identifiant et un mot de passe qui est quand même en général composé de chiffres et de lettres. Je pense que ce genre de cas, tu as dû le voir relativement rarement. Hein. Absolument, mais c'est quand même des choses qui peuvent arriver. Donc, alors c'est pareil. Là aujourd'hui, je ne sais pas qui vont être les gens qui vont nous écouter. Est-ce que ça va être des techs? Est-ce que ça va être des gens qui veulent se sensibiliser à la sécurité? Mais typiquement, il faut vraiment que tout le monde ait ça à l'esprit. Il faut quand même avoir cette démarche de sécurisation de son outil de travail, parce que c'est rien de plus que son job, son boulot, son outil de travail, un blog aujourd'hui. Absolument. Avant donc d'attaquer directement le site, je voudrais juste rappeler donc que vous pouvez vous abonner au podcast via iTunes et sinon via notre chaîne YouTube. Vous retrouvez toutes les informations sur notre site et plus particulièrement sur la partie blog. Voilà, donc au niveau du site, alors je pense que la majeure partie des gens savent que quand on sécurise un site totalement, on voit que donc qu'il est en HTTPS et non en HTTP comme la plupart des gens, comme la plupart des autres sites. Est-ce que tu conseillerais toi justement, enfin déjà est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est le protocole déjà HTTPS et est-ce que tu conseillerais du coup de passer tout le site sous ce fameux protocole de sécurité? Oui, pourquoi pas. Alors, déjà, il faut rappeler effectivement le HTTPS, c'est quoi? C'est un échange crypté entre le poste de travail, entre le poste là où vous surfez, et le serveur, et ce qui se passe sur le web. Donc, typiquement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'informations qui transitent en clair sur Internet. Donc, si on rajoute une sonde, un sniffer, une sonde, pour vérifier le trafic qui se passe sur un poste ou à partir des sondes réseau, on ne pourra pas analyser le contenu de cette trame réseau. D'accord? Ça, c'est le principe du HTTPS, c'est la sécurisation de bout en bout des transactions sur Internet. Tout sécurisé, alors là, c'est vraiment un avis d'expertise. Tout sécurisé en HTTPS, oui, pourquoi pas. Moi, je pense que ça ralentit. Je pense que ça ralentit un peu le site. Donc, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faille absolument sécuriser l'intégralité en HTTPS. En revanche, dès qu'il s'agit de faire transiter des données importantes, des données personnelles type carte bleue bancaire, administration fiscale ou des choses comme ça, quand on est dans un échange de transactions d'informations importantes, d'informations privées, il n'est pas question effectivement de faire du trafic en HTTP normal. D'ailleurs, j'anime sur le réseau Sophos France, là, sur sophosfrance.tv, j'avais créé une vidéo à un moment donné, c'est comment détecter un site web frauduleux.
Donc justement, je me balade, je vais sur un site, je me balade un peu, je vais dans le panier, je rajoute des choses dans le panier, et là je m'aperçois que mon panier il est en HTTP. Donc le panier en HTTP jusque là, ça me pose c'est déjà pas l'idéal. Donc là on se rend compte qu'on est sur un site qui est pas extrêmement bien sécurisé. Mais passer la transaction, aller mettre mon numéro de carte bleue sur un site qui est en HTTP, là pour moi c'est blacklisté tout de suite. Il n'est pas question de faire des échanges de données privées sur Internet, sur des sites en HTTP. Si on décide effectivement de ne pas passer son site, enfin, d'après ce que je comprends effectivement, donc seules les pages, on va dire, importantes où tu as l'échange de données, effectivement, là, il faut les passer en HTTPS, donc sécurisé. Si on n'a pas les moyens, parce que bon, mettre en HTTPS certaines pages, c'est un coût, je suppose, voilà. Tout ce qui va être effectivement rentrer son numéro de carte bleue, etc., là, il vaudra mieux directement renvoyer vers la plateforme de paiement générale d'une banque pour ensuite rediriger de nouveau vers le site, je suppose. Oui, ça aussi, c'est des choses qui se font et qui sont proposées par les banques, mais ça a aussi un coût. Mais bon, on est dans du business, donc c'est un coût induit, mais il faut le. Au bout d'un moment, tout ce qui est transaction, tout ce qui amène à transaction amène aussi un coût supplémentaire, mais c'est normal aussi. Voilà, c'est normal aussi. D'ailleurs, il y a une très très bonne solution que. Attention à ton micro, Jérôme, excuse-moi. Ah pardon, oui, tu fais bien de me le dire. Je travaille avec des gens c'est une super boîte qui permet justement de faire de la transaction en dehors de tout ça et de travailler avec des banques. Ça s'appelle PayPlug, je ne sais pas si tu connais. Enfin, je ne suis pas du tout là pour faire de la pub. Ce pas des gens avec qui je suis forcément marié, mais PayPlug, si ça vaut le coup de regarder. Parce qu'en fait, c'est un plugin à l'intérieur du site qui permet de payer directement avec une carte bleue. Et c'est vraiment, vraiment bien foutu. Et ça coûte très peu cher pour le e-commerçant. Et c'est vraiment très bien. PayPlug. Et c'est bien sûr sécurisé. Ah oui, oui, tu parles. Juste une petite question, du coup, si avant de passer à des exemples, on va dire carrément sur WordPress, si aujourd'hui j'ai mon site qui se fait pirater, est-ce que le client pourrait se retourner contre moi? C'est-à-dire, en fait, il y a les données, ma base de données en fait est hackée et le hacker récupère toute ma base de données client. Est-ce que le client final pourrait se retourner contre moi? Est-ce que je peux être attaqué en fait? Même si à la base, évidemment, c'est le hacker qui est en tort, mais bon, moi je suis entre les deux. Comment ça se passe à ce niveau-là, au niveau juridique? Alors écoute, là, effectivement, on rentre dans le juridique. J'ai envie de te dire que moi, si mon numéro de carte bleue il est piraté chez XYZ fournisseur, tu peux être sûr que je vais attaquer, quoi. Parce que si derrière je me prends 6, 10 000, 15 000 euros parce que je me suis fait hacker ma carte bleue ou ce genre de choses, tu peux être sûr que je vais attaquer, c'est sûr. Donc après, je ne sais pas ce que dit la jurisprudence dans ce sujet-là. D'ailleurs, il y a une affaire tout à fait récente, là. C'est qui? Il y a 15 millions de fichiers clients qui ont été évadés dans la nature, qui sont fait hacker. Je ne sais plus quelle société, à la limite, c'est pas plus mal de ne pas les citer. Mais là, c'est un effet récent. C'est tombé cette semaine ou la semaine dernière. Oui, bien sûr. On peut être attaqué si jamais on perd une base de données, si jamais on perd des informations confidentielles de nos clients. C'est sûr. C'est sûr qu'il va y avoir, il y aura des dépôts de plainte, il y aura ce genre de choses et on s'expose à des problématiques sérieuses. Ouais. D'accord. Alors, on va juste parler un tout petit peu de WordPress. Donc, tu as déjà donné effectivement un exemple avec, par exemple, changer la base de données. Est-ce que tu aurais des petites astuces, peut-être déjà au niveau du compte administrateur? Est-ce que tu conseillerais tout simplement d'agir, de faire des actions avec carrément le compte administrateur, ou il faudrait utiliser un autre compte annexe? Comment plus le sécuriser? Bon, je suppose effectivement avec un mot de passe, on va dire, un peu plus sécurisé. Enfin, ce genre d'exemple, par exemple. Et après, est-ce que tu pourrais nous donner, quelques exemples de plugins qui, d'une part, te semblerait pour toi favoriser la sécurité de ton site, tout simplement, WordPress? Oui, bien sûr. Alors déjà, je tiens à dire quand même que WordPress a beaucoup évolué là, quand même ces derniers mois, ces dernières années. Et typiquement, maintenant, WordPress, qu'est-ce que propose WordPress? C'est déjà un générateur de mots de passe avec des mots de passe un peu, qui commencent à ressembler à des vrais mots de passe. Donc ça ajoute du caractère spécial, des données un peu compliquées, voilà. Donc il te propose un générateur directement inclus dans WordPress quand tu fais ton installation, qui te dit déjà, voilà, comme ça te permet de créer un mot de passe complexe. Évidemment, comme ce que je disais tout à l'heure par rapport à la base de données, par défaut, WordPress crée un compte admin. Donc tu veux hacker un compte WordPress, c'est facile parce que tu connais l'URL. Tu vas sur un site, tu sais qu'il est hébergé sur WordPress. Tu rajoutes wp-admin à la fin du site et puis tu peux rentrer sur l'interface d'administration. Voilà, je vous le donne, c'est une technique. Vous faites n'importe quel site, si vous savez qu'il est sur WordPress, mettez le nom du domaine, toto.com/wp-admin, et voilà, par défaut, là, vous rentrez dedans. Enfin, vous rentrez dans l'interface. Vous rentrez dans l'interface qui vous permet de rentrer dans voilà. Vous avez l'écran d'accueil avec rentrez votre identifiant et votre mot de passe. Vous ne rentrez pas dans l'administration. Voilà. Si jamais
tu as laissé admin en tant que login utilisateur et un mot de passe genre Toto, papa, maman, qui va être en gros piraté en espèce de 24 secondes, et ben voilà, forcément, tu t'exposes à des risques. Donc oui, par défaut, il ne faut pas laisser le compte administrateur qui s'appelle admin. Par défaut, ce que je suggère aussi, je pilote plusieurs sites et je donne beaucoup, je fais beaucoup de vidéos d'éducation par rapport aux gens qui pilotent les sites web dans le reste de l'Europe chez Sophos. Par défaut, il faut créer un seul compte. Il y a un seul compte d'administration sur un WordPress. Un compte d'administration, c'est fait pour administrer. Après, il y a les comptes utilisateurs. Les comptes utilisateurs sont faits pour effectivement créer du contenu et les éditeurs, voilà, on crée du contenu avec un compte dédié à la création de contenu. L'administrateur, il administre. Donc, un créateur de contenu, un éditeur, il n'est pas administrateur. Donc voilà. Donc un login super complexe pour le compte administrateur. Effectivement, un mot de passe aussi super complexe. Déjà, ça réduit un peu la surface d'exposition au risque. D'accord. Et puis après, en termes de plugins, c'est sûr qu'il y a des choses. Moi, je recommande vivement. Je travaille. Alors après, quand on va aussi chercher de la sécurité, il y a des choses qu'on peut vraiment sur lesquelles on peut être très pointilleux. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on appelle un pen test. Il y a des gens qui sont sur le marché de la sécurité qui s'appellent des pen testers. En gros, ce sont des tests d'intrusion, penetration test. Et voilà. Donc ces gens, on les appelle des pen testers. Ils vont faire des tests d'intrusion. Ils vont essayer par tous les moyens de rentrer sur votre site. Et ça, je le conseille évidemment à tout le monde. Une fois qu'on est sur un site, on est installé, on a un petit peu d'autorité sur Internet, on a du trafic, on fait du business. Évidemment, il faut passer par ces gens-là pour faire ça. Moi, je vends pas ma cam, je le fais pas. C'est pas ce qu'on fait, c'est pas notre métier chez Sophos. Mais effectivement, il y a des gens. Je travaille avec Julio Potier. J'ai fait travailler Julio Potier sur un certain nombre de mes sites. Julio Potier, c'est boîte à web. On pourra remettre éventuellement, si tu veux, je te mettrai toutes les coordonnées pour le mettre dans les liens sur l'article. Ça aura du sens de donner les liens et les conseils à nos auditeurs. Et c'est quelqu'un qui va effectivement faire des tests d'intrusion. J'ai aussi travaillé avec des pen testers à Boston. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il y a même des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et il y a plein de choses à vérifier, quoi. Les droits sur les fichiers FTP, il y a effectivement les comptes admin. Dans les plugins WordPress, on peut rajouter des choses. Typiquement, j'en ai un de mémoire, le lock-in lockdown. On ne pourra pas essayer de se connecter plus de 5 fois sur un site WordPress sous prétexte qu'effectivement, on se refuse l'accès pendant X, 20, 30 minutes parce que voilà, on n'a pas trouvé le mot de passe. C'est pas normal qu'on essaie plusieurs fois. Donc là, déjà, ça évite les robots, par exemple, qui vont tenter plusieurs mots de passe d'affilée. On peut aussi faire des restrictions par IP. Il n'y a que mon IP, quand je suis au bureau ou à la maison, il n'y a que mon IP qui a le droit de rentrer sur le site. Donc ça, c'est des choses, il y a des plugins qui font ça. Et effectivement, Julio Potier, là, chez Boîte à Web, d'ailleurs, il y a plein de plugins sur Boîte à Web qui sont gratuits et que vous pouvez utiliser. Il y a même un plugin, d'ailleurs, chez Boîte à Web qui permet de ne pas publier de contenu en tant qu'administrateur. Donc, si jamais tu oublies ce genre de détails techniques qui, pour n'importe lequel du commun des mortels, publier un article, créer du contenu et publier un article en tant qu'administrateur, ce qui de facto va faire quoi? Va publier un article avec le compte administrateur. Donc, le compte administrateur, il va être identifié sur le web. Donc, parce qu'on va voir qui a créé le post, enfin, qui a publié le contenu. Donc, ça, alors déjà, ça aussi, c'est une hérésie. Donc, il ne faut surtout pas, encore une fois, publier du contenu. Et donc, il y a un plugin là chez Boîte à Web qui propose ça. Il dit, bah non, tu es connecté en administrateur, tu ne peux pas publier du contenu, tu ne peux même pas créer du contenu. Comme ça te permet de te remettre dans le droit chemin tout directement. Donc, il y a plein de sécurités sur WordPress qui sont déjà disponibles. Et j'ai envie de te dire que encore une fois, je pense que vraiment l'objectif de ce podcast et de cette diffusion, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'il faut s'occuper de ces problèmes de sécurité. Derrière les hackers, donc là par contre, là c'est vraiment notre métier chez Sophos, on identifie tout ce qui est botnet, on a des laboratoires, on a 4 laboratoires dans le monde sur toutes les plateformes continentales, et on connaît bien les techniques, les menaces, qui fait quoi, comment ça se passe, on connaît ces gens-là, on connaît les hackers, on connaît les organisations de hackers, et derrière c'est vraiment une organisation... c'est du business. Notre business, c'est de sécuriser le web. Les échanges informatiques, c'est de sécuriser l'informatique en général, en entreprise plus particulièrement. Mais il y a des gens pour qui leur business, c'est le hacking. Et donc, c'est vraiment une organisation criminelle derrière, parce qu'on ne parle pas d'autre chose. C'est de la cybercriminalité, et derrière, il y a des gens qui vivent de ça. Donc,
Voilà, donc ils feront tout ce qui est possible pour péter votre business, pour casser vos affaires et récupérer le business à leur, voilà, et driver l'argent vers chez eux. Effectivement. Et d'où l'intérêt de s'en préoccuper. Est-ce que tu considères du coup qu'il faut être quelqu'un de relativement technique ou pas vraiment technique pour vraiment bien sécuriser son site? Bon, effectivement, télécharger des plugins WordPress, bon, ça, je pense, c'est à la portée effectivement de n'importe quel administrateur qui sait gérer un petit peu, qui a peut-être lui-même installé son site WordPress, etc. Donc ça, je pense que ça doit être pas trop compliqué. Après, quand on va rentrer effectivement dans la modification de base de données, etc., est-ce que tu penses qu'il faut quand même une certaine compétence relativement technique et donc de le laisser faire à des professionnels? Ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu es un blogueur perso qui a envie de partager ses recettes de cuisine, j'ai envie de te dire que tu peux te lancer, tu regardes, et puis après, si tu as un peu de temps, il faut que tu te consacres à ces problématiques-là, à ces questions-là. Maintenant, si tu es dans une organisation où tu vas créer un business, créer un site e-commerce, monter de plateforme WordPress pour faire, enfin, un CMS, on va dire, pour justement faire parler ton business, faire du web marketing et ce genre de choses, et que tu es dans une organisation où tu t'installes, tu as une société, tu fais des choses lourdes, il faut que tu commences par là aussi. Il y a plein de choses à prévoir en amont, et la sécurité, ça fait partie de ces choses à prévoir en amont. Voilà, c'est pas compliqué. Et oui, tu peux tout faire tout seul. J'ai tout appris tout seul. J'ai tout appris tout seul. Je suis pas allé à l'école du web. Il n'y a pas d'école du web. Voilà, je suis dans le web depuis. Je vais te dire, mon premier compte, c'était chez CompuServe en 93. Voilà, j'ai découvert l'email en 93 et j'ai changé avec les États-Unis. J'ai trouvé ça formidable. C'est génial. Waouh, j'étais dans ma chambre d'étudiant. Waouh, je parlais avec des Américains. Trop fort. Ouais, bah, depuis, ça a quand même pas mal évolué. Donc, je suis quand même un early adopter dans le sens où je suis quand même là, un digital native plutôt. Je suis né avec Internet. Et voilà. Donc, c'est plus facile peut-être pour des gens comme moi que pour des gens qui vont se dire, tiens, j'ai un petit filon là, j'ai un sujet à explorer, à exploiter sur Internet, je vais me lancer. Alors, n'importe qui peut se lancer sur Internet, mais dans tous les gens qui disent, les web marketeurs qui donnent des formations et des conseils, dans tous les gens qui disent, ouais, n'importe qui peut y aller sur Internet, oui, n'importe qui peut y aller sur Internet. Mais encore une fois, il n'y a jamais personne qui dit, mais attention, il y a des risques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des risques. Alors oui, il faut s'appuyer sur des gens qui savent faire. Ça a un coût, encore une fois, parce que ça, vu de votre fenêtre, peut-être, ok, vous avez lancé, ça prend 5 minutes, j'ai remonté un site WordPress en début de semaine, la semaine dernière, ça prend 5 minutes. On crée une base de données chez l'hébergeur, on drop les fichiers sur un site FTP, en 5 minutes, on a monté un site WordPress et on est capable de diffuser du contenu. Tout le reste, eh ben, il faut quand même s'en occuper. Donc, oui, tout le monde peut se lancer sur Internet, c'est sûr, mais il ne faut pas occulter la partie sécurité. Parfait. Donc, on va conclure, je pense, en rappelant, comme je pense que la principale cause de faille de sécurité reste quand même, je pense, l'utilisateur. Qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là? Je suis content qu'on en parle. Chez Sophos, en gros, j'ai lancé une web série. Ça s'appelle fr.security-reflex.net. fr.security-reflex.net. J'ai mis en sous-domaine, j'ai mis fr parce j'ai une déclinaison anglaise aussi, donc il sera en.security-reflex.net. C'est des petits sketchs d'1 à 2 minutes maximum. C'est une web série où je me mets en scène, je me mets en situation des utilisateurs d'informatique en entreprise. Et à chaque fois, je leur dis, mais c'est juste ça, quoi. La faille, c'est vous. Vous êtes la faille. Parce on peut avoir tous les systèmes de sécurité qui vont bien. Il y a toujours une faille. Un DSI qui reçoit, ou un CEO qui reçoit un PDF, un mail avec un PDF à l'intérieur, il clique, il ouvre le PDF, dans le PDF, il y a un lien, et paf, et on se fait infecter comme ça. Et encore une fois, il y a des infections longue traîne, ce qu'on appelle les infections longue traîne, ce que j'expliquais tout à l'heure. Peut-être qu'on ne va pas s'en rendre compte. On ne sait pas qu'on est infecté. On est un porteur sain, comme on dit. Et en fait, le poste est infecté parce qu'il va y avoir des liens. Il peut y avoir des multiples liens aussi à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut faire ça sur plusieurs personnes de l'entreprise. Résultat, les bouts de code ne sont pas forcément identifiés comme des bouts de code malveillants sur un poste. Mais une fois que ces bouts de code malveillants sur différents postes dans l'entreprise sont remaniés et puis finalement corrélés, peuvent générer effectivement une menace pour l'entreprise, pour les données de l'entreprise, pour les données privées des utilisateurs, pour le business de l'entreprise. Ok Jérôme, je te remercie. On va s'arrêter là. Donc on va conclure qu'effectivement que la sécurité reste effectivement relativement, voire extrêmement importante, mais n'oubliez pas, la principale faille de sécurité reste bien évidemment vous. Jérôme, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques secondes, s'il te plaît, où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît?
Alors, le plus simple, c'est, je pense, Twitter, Jérôme Vosgien. Non, Jérôme Vosgien. C'est mon réseau social de prédilection. Donc, si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir. Très bien, merci à toi, donc Jérôme de la société Sophos. Quant à moi, je vous remercie. N'hésitez pas bien évidemment à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast via iTunes ou à la chaîne YouTube et bien évidemment à mettre des commentaires. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois. À très vite, au revoir. À plus tard.